Alors, et ben voilà, c'est nous. Donc voici Thomas Letcher, moi je suis Marie-Joséphine Mazza. On a monté une boîte qui s'appelle Opium Art. Nous ne sommes pas des drogués, je préfère vous le dire quand même. Je sais pas si en fait... faut que... Oui, c'est vrai, je parle pour moi. Donc du coup, on a monté cette boîte qui s'appelle Opium Art, dont il est le président, je suis la directrice générale. Cette boîte, elle est assez récente. Du coup, on passe peut-être à la timeline... Voilà. Donc en gros, on est une agence où notre expertise, c'est la 3D. Et on s'adresse particulièrement au monde de l'art dans sa globalité. J'entends par là les musées, les galeries. J'ai l'impression en fait, que si je parle sans le micro, c'est pareil. D'accord, pardon. Donc musées, galeries, artistes. Et donc du coup, on a monté une plateforme dédiée réellement aux artistes et aux amateurs d'art qui s'appelle Mayonnaise Gallery. Et donc du coup, dans notre agence, non seulement on a cette plateforme qui est en fait notre vitrine technologique, mais on propose des solutions spécifiques au monde de l'art. J'entends par là, imaginons, pour un musée, on va prendre un musée assez connu, à savoir le musée Picasso. Dans le musée, vous avez certaines œuvres qui sont présentes et puis il y a d'autres musées qui ont d'autres œuvres. C'est le fait de pouvoir recréer virtuellement un musée avec toutes les œuvres non détenues par le musée en lui-même pour que lorsque vous alliez justement au musée Picasso, vous pouviez découvrir en vrai les vraies œuvres et puis de manière virtuelle celles qui ne sont pas présentes. Voilà. Alors, en gros, y a des questions ? Non. En gros, donc, du coup, l'idée, elle a germé, je dirais, en juin 2013. On a commencé à en parler tous les deux eh bien, en février 2014. On a créé la société fin août 2014. Donc, quand je vous disais qu'on était relativement jeune, c'est le cas. Et on a lancé donc officiellement cette plateforme en octobre 2014 et on sera amené à revenir eh bien, à la fin de cette année pour exposer justement nos artistes et faire un petit événement. Et bien pour fêter les 1 an et remercier les artistes et compagnie. Et bien entendu, les étudiants de 42 seront les bienvenus. Donc, je vous parlais de la vitrine technologique. En gros, qu'est-ce que c'est ? Donc, la plateforme Mayonnaise Gallery, on présente de manière virtuelle. Donc, en fait, on a créé des galeries via la 3D. Et en fait, on expose de véritables œuvres dans la 3D mise à l'échelle. Et en fait, nous avons incorporé le système d'e-commerce dans la 3D. Ça veut dire que vous, si vous avez envie d'acheter une œuvre, vous pouvez le faire via justement eh bien, des galeries virtuelles. Donc en gros, voici très rapidement, donc vous avez la home page avec un carrousel qui présente une œuvre emblématique de chacun des artistes. Chaque artiste a donc une page qui lui est dédiée avec notamment sa galerie en 3D et en 2D pour les réfractaires. Et enfin, des galeries, donc comme vous le voyez, donc en fait, ce sont vraiment des galeries recréées, virtuelles. Elles n'existent pas. Par contre, toutes les œuvres qui sont dedans, eh bien, elles existent véritablement et donc sont exposées et en vente. En gros, très rapidement, le business model, parce que bon, ce n'est pas vraiment ça qui vous intéresse. Tous les artistes peuvent exposer de manière gratuite. Donc, je disais tout à l'heure à Charles que certains d'entre vous faites peut-être du digital, de la photo, quoi que ce soit. Si vous avez envie eh bien de nous montrer votre travail et qu'on l'expose, il n'y a aucun problème. Et l'idée, bien sûr, c'est que vous puissiez le vendre et vous faire un petit peu d'argent. C'est toujours bien quand on est étudiant. Notre commission, du coup, c'est 30% en fonction au moment des ventes. Donc, c'est quelque chose qui est rarement vu dans le monde de l'art. Et enfin, le burn rate, en fait, c'est le nombre d'artistes qu'il nous faut sur la plateforme pour être tout à fait rentable. Donc, en gros, les chiffres clés toujours sur cette plateforme, c'est plus de 600 œuvres en exposition et en vente. La plupart sont à hauteur de 60% des jeunes créateurs, je dirais, des jeunes talents. On a des partenaires justement dans le monde de l'art. Donc, à l'heure actuelle, on en a 5. Et du coup, eh bien, en fait, monter sa boîte, c'est un peu la piscine permanente. Donc, du coup, c'est un déficit de sommeil qui est quand même assez élevé. Voilà, voilà. En ce qui concerne, du coup, la présentation globale de notre entreprise. Maintenant, je repasse le micro au pro de la 3D, qui est donc Thomas. Ouais. J'avais juste une petite question avant de commencer. J'aurais juste aimé savoir si vous deux, vous-même, vous avez une affinité particulière avec l'art ou qu'est-ce qui vous a poussé de base à vous lancer dedans ?
Une affinité particulière avec l'art, oui, dans la mesure où certains de l'équipe sont des créateurs graphistes. Moi, par exemple, ma 5e année, j'ai spécialisé dans tout ce qui était 3D et interactivité, donc vraiment orienté profil jeu vidéo, vu que je viens de l'IA à la base. Donc oui, il y a un intérêt pour le visuel. Après, le monde de l'art, c'était un défi, on va dire, qui était relativement intéressant pour nous deux, pour les deux profils qu'on représentait. Maintenant, notre affinité avec le monde de l'art, il était plus côté producteur, donc artiste, promotion de l'artiste, que du côté institutionnel de l'art. Et ça, c'est un monde qu'on a découvert en montant la boîte, et c'est quelque chose qui est assez particulier comme truc. En fait, vous avez beaucoup de chance parce qu'au sein des locaux, vous avez accès à des œuvres d'art qui sont pour la plupart très jolies. Mais moi, en ce qui me concerne, j'avais un aspect vis-à-vis de l'art de quelque chose qui n'était pas forcément pour moi. Rentrer dans un musée, ça me faisait vraiment chier, je vous le dis. Et donc, du coup, j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus ludique, de plus sympa, de plus rigolo. Et je trouve qu'en amenant ce côté immersif de la 3D, ce côté où en plus on s'adresse notamment à des nouveaux créateurs, on amène quelque chose de nouveau et en fait on a cette philosophie de dire ça n'est pas uniquement pour les initiés, ceux qui s'y connaissent, qui adorent les grands noms du patrimoine, des Léonard de Vinci, la Joconde et compagnie, et qui peuvent, je dirais, découvrir des nouveaux talents. On a par exemple un artiste qui va arriver d'ici une semaine ou deux, qui fait des Marvel, et ils sont juste fabuleux. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir un accès à l'art, et ça n'est pas forcément cher. Aujourd'hui, sur notre plateforme, les prix ils vont de 80 € jusqu'à 18 000 €. Donc, bien sûr, 18 000 €, il faut quand même avoir les moyens. Mais aujourd'hui, on peut s'offrir une pièce d'art relativement, je dirais, qui ne soit pas trop chère. Ok, très bien. Donc nous, on va attaquer maintenant la partie 3D technique, entre guillemets, à proprement parler. Donc une fois encore, l'idée, c'est de vous proposer le workflow générique, en tout cas celui que moi j'utilise au niveau de la réalisation technique. N'hésitez pas à poser des questions, parce qu'aujourd'hui, le monde de la 3D, c'est un truc qui est devenu énorme. Les applicatifs sont démentiels, et on retrouve la 3D à peu près à tous les coins de rue. En particulier avec le principe de l'impression 3D, qui est une révolution industrielle. C'est quelque chose qui tend vraiment aujourd'hui à devenir omniprésent. Donc moi, je vous présente un workflow qui est le mien, qui, je pense, a fait ses preuves. Maintenant, vous avez peut-être d'autres problématiques, d'autres connaissances que vous voulez confronter. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc on va s'axer autour de 4 grands thèmes, 2 principaux qui vont être évidemment l'approche technologique, la deuxième qui est l'approche artistique. Parce que là, évidemment, on parle de galerie d'art, mais dans l'absolu, quand on met en scène de la 3D, on n'attend pas du technicien qui soit juste techos. On attend également qu'il ait un œil critique et un œil artistique, et c'est facilement conciliable, mais il faut en être conscient. Après, il y a 2 choses qui sont présentées de façon secondaire, mais qui sont excessivement importantes, qui est le rapport au client et le rapport au marché. Une fois encore, je vais vous présenter par rapport au monde qu'on adresse aujourd'hui, qui est celui de l'art, mais ça vaut pour n'importe quel univers. J'ai passé 7 ans dans une boîte à vendre des solutions virtuelles pour le marché, pour organiser des salons virtuels, et à chaque fois, ça répond aux mêmes problématiques, et client et marché. Donc, c'est des choses à prendre en compte dans le workflow technique, parce que ça conditionne énormément de choses. Donc, on va commencer par la partie technique. Donc je m'excuse d'avance si d'aventure il y a 1 ou 2 erreurs de frappe qui se sont glissées dans les slides, ça arrive. Déjà, est-ce que vous êtes familier avec le principe, j'imagine que oui, de 3D temps réel et de 3D précalculé? Ça parle à tout le monde? Pour faire simple, la 3D temps réel, c'est à peu près tous les jeux vidéo, et la 3D précalculée, c'est la 3D qui est donc calculée en amont de l'exposition, à savoir donc les films d'animation, Shrek et autres. C'est là qu'on voit que je suis vieux, parce que je parle de Shrek. Mais voilà, c'est la grande différenciation qu'on peut faire entre les deux. Nous, on va parler aujourd'hui de 3D temps réel. Donc, par rapport à la 3D temps réel, la complexité de la 3D temps réel, c'est le calcul en temps réel. Donc, tout ce qui est ray tracing, BSP3, ainsi de suite. Ça consomme énormément de ressources machines, on le verra après. Et c'est quelque chose à considérer très très tôt dans le process de création. La perf client, alors je parle du client
non pas l'acheteur, mais le client, solution finale, est lié à la machine. Là, j'imagine que je vous apprends rien. Une fois encore, on le verra dans la partie marché, c'est quelque chose qui est super important parce que quand vous vous adressez à une grosse communauté de geeks, il n'y a pas trop de soucis sur les bécanes qui vont dérouler votre solution. Quand vous vous adressez à un consommateur d'à peu près 60-70 ans qui a certes beaucoup d'argent, mais alors qui n'a aucune culture, ne serait-ce qu'informatique, je ne parle même pas de culture Internet, il faut se rendre compte que la machine qu'il a chez lui, c'est la machine qu'il a achetée chez Carrefour il y a 3 ans, et la bécane, enfin, bon, vous ne faites rien tourner dessus, même pas un Tetris, quoi. Donc c'est à considérer également. L'avenir de la 3D, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui motive tous les matins à avancer, à aller plus loin, aller plus vite. Alienware, bon, donc, ça c'est de la petite blague. Le WebGL qui est promis à un bel avenir, GPGPU, et également Euclidéon. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce genre de truc. C'est une réforme fondamentale dans le monde de la 3D, si jamais ça se démocratise, qui est, on ne modélise plus rien, ni en URBS, ni en polygone. C'est plus que des atomes qui sont assemblés en temps réel, ce qui permettrait d'avoir une précision infinie au niveau de la 3D. Bon, pour l'instant, on est vraiment sur du fantasme pur et dur, mais c'est des choses à regarder. Oula, direct. Ouais. Donc, de façon très triviale, j'ai voulu faire le logo 42, puis finalement, vu que je m'y suis mis super en avance, j'ai pas eu le temps. Donc, on va partir d'un cube. L'idée, c'est juste de dérouler très rapidement les grandes étapes, on va dire, de la création 3D, qui amèneront plus tard à la création d'une galerie. Donc, on va créer un cube dans n'importe quel logiciel 3D, en temps réel, sans aucun traitement, sans aucune passe. On a ce rendu-là, c'est-à-dire un truc tout plat, tout moche. Oui. Vous utilisez quoi, vous, comme logiciel? On y vient après. Mais là, pour le coup, c'est 3ds Max que j'utilise au niveau de la modélisation. Puis Unity au niveau de la mise en place de l'interactivité. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un beau cube 3ds Max dans Unity en runtime. Donc sans aucun traitement, on a effectivement un truc tout noir. Première chose à faire, c'est d'ajouter du lighting. Donc ce qui permet forcément de rajouter de la lumière et donc des ombres. Ce faisant, on y ajoute ensuite une des premières passes qui est, sans dire propre au temps réel, qui est super importante, qui est ce qu'on appelle l'unwrapping. L'unwrapping, ça va être de prendre le volume du cube et de le mettre à plat, ce qu'on voit ici en tout petit. Pourquoi on fait ça? Parce que dans une optique où on va vouloir texturer l'ensemble, il faut qu'on puisse appliquer la texture sur tous les côtés de la forme. Donc là, sur un carré, c'est relativement trivial. On a tous l'habitude de voir un carré éclater comme ça. Maintenant, il faut se rendre compte qu'un objet très complexe, on va prendre la caméra par exemple, si on veut avoir un texturing parfait d'une caméra, on passe énormément de temps à tout mettre à plat pour pouvoir texturer chaque partie. Alors il y a des algos qui font ça. Aujourd'hui, l'algo ultime d'unwrapping n'existe pas ou pas encore. Et il y a énormément de logiciels qui permettent de faire des trucs vraiment sympas. Il y en a pas mal qui sortent en ce moment. Toujours est-il qu'à la base, il faut pouvoir retranscrire le volume 3D en volume 2D pour pouvoir le texturer, c'est-à-dire simplement appliquer une image. Ce qu'on va faire dans l'étape juste après, l'étape, en fait j'en ai mergé deux là, en ce moment, donc il y a effectivement l'unwrapping et également le baking. On a parlé juste avant d'éclairage. Pendant toute la présentation, perdez jamais de vue que là on est sur de la 3D temps réel. Que l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une application en ligne, parce que nous, effectivement, on est en ligne, on n'est pas offline, et que online, il faut que tout ça fonctionne avec un minimum de 60 fps. On va dire qu'on veut vraiment garder ce framerate le plus longtemps possible, et donc il faut trouver toutes les étapes d'optimisation possibles pour conserver ce FPS. Je prends pour acquis que c'est bon, FPS. Donc, première chose à faire, on a vu qu'avant on avait la possibilité d'illuminer le cube en temps réel. On a une autre alternative qui est le baking. Le baking, ça va être de prendre une solution d'éclairage qu'on va considérer comme correcte, et à partir du moment où elle a été simulée comme correcte, on va calculer ce qu'on appelle un render to texture, c'est-à-dire que toute la solution d'éclairage va se servir de cet aplat qu'on a fait sur tous les éléments pour du coup donner ce genre de texture. Donc là on voit bien que le dessus par exemple qui est bien illuminé ici est blanc, mais que la base du cube ici est grise. Ça veut dire que ce faisant, on peut avoir une solution dans laquelle on va avoir une impression d'illumination sans qu'il y ait aucun éclairage. Pourquoi? Parce que l'éclairage en temps réel est quelque chose qui pompe les ressources d'une façon
considérable. Il y a énormément d'algos qui sont sortis récemment, il y a 3-4 ans maintenant, mais le shadow cascading par exemple, qui est un principe, le level of detail, ça vous parle? Bien. C'est exactement le même principe que le LOD, mais appliqué aux ombres. C'est quelque chose qui marche bien, mais qui requiert une configuration de base qui est excessivement importante, ce qui, par rapport à nos clients à nous, est aujourd'hui pas possible. Parce que honnêtement, je ne serais pas étonné qu'il y ait encore la moitié de notre parc qui tourne en MMX. Donc, on essaye de trouver toutes les solutions d'optimisation. Ça, c'est ce qu'on faisait dans le jeu vidéo il y a une dizaine d'années, parce que ça permettait de vraiment gagner en temps de process. Donc, on continue à l'utiliser. Donc, on bake la texture. Baking, en anglais, ça veut dire cuire. Voilà. Une fois que c'est fait, on y rajoute une couche supplémentaire, qui est donc la texture. Là, bon, on ne le voit pas très bien parce que c'est assez clair, mais là, on y rapplique effectivement ce qu'on a, ni plus ni moins que l'image qui va servir d'élément visuel. Si on devait mapper les murs, là, on aurait effectivement les espèces de gris noirs. Ça, c'est bien, ça nous donne une illustration, je dirais, du support. Après, il y a plein d'autres passes qu'on peut pratiquer pour renforcer le réalisme. Ceux qui ont déjà fait du jeu vidéo connaissent forcément le normal mapping, le parallax mapping, qui sont toutes des solutions qui permettent de renforcer le côté pertinent de la texture, en particulier en rajoutant des jeux de profondeur. Donc là, ça c'est une belle normal map. Est-ce que vous savez comment marche le principe de la normal map? On va repartir là-dessus vite fait. Juste, on a comme logique de représenter sur un écran plat, donc 2D, un univers 3D. Donc tout part de là. Tout comme le cube, on l'a aplati pour pouvoir le texturer. Aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'à partir d'une texture plane, forcément, puisque c'est une image, comment est-ce qu'on va pouvoir encoder le principe de relief et de profondeur? Ce qui équivaut à peu près la même chose en fait. Donc ça c'est sorti, je dirais, il y a une bonne dizaine d'années maintenant. C'est une texture qui se calcule sur une pièce qui est réellement modélisée, c'est-à-dire que les traits, les défonces et les embosses ont réellement été modélisés, et c'est une texture qui se calcule par l'intermédiaire de 3 éclairages particuliers. On a un éclairage bleu du dessus, rouge ici et vert ici. Et en fonction de la couleur du pixel, avec une triangulation de l'éclairage, on arrive à déterminer la hauteur du pixel par rapport à la couleur moyenne, qui est ce bleu bizarre, là, qui est donc le mix des 3 couleurs. Et par rapport à la couleur du pixel, on arrive à déterminer du coup sa profondeur ou sa hauteur. Ce faisant, on arrive sur une map du coup 2D à réencoder ce principe de hauteur et de profondeur. Ce qui permet par exemple dans énormément de jeux vidéo, donc je vais beaucoup m'appuyer sur le jeu vidéo forcément, mais j'imagine que ça ne vous est pas étranger. C'est comme ça qu'on va retrouver des textures secondaires renforcées au niveau du réalisme. Vous allez passer devant une porte. La porte, elle est certes ce qu'elle est. Vous allez avoir une petite défense dedans ou des trucs de cet ordre-là. C'est des choses que vous encodez avec ce genre de texture. C'est quelque chose qui est très rentable au niveau utilisation du process. C'est quelque chose qui est très rentable au niveau de la charge mémoire, parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que tout ça, évidemment, est chargé en mémoire. C'est pour ça qu'on bosse énormément en puissance 2.2 sur la taille des images. Et que mieux vaut encoder une texture en 512 carré plutôt que de modéliser du relief. Alors, c'est plus forcément vrai aujourd'hui avec certaines machines de guerre comme on peut avoir sur les bécanes modernes. Mais à l'époque où ça a été créé, il était plus rentable de charger de l'image que de charger du polygone. Donc c'est quelque chose qu'on continue à utiliser, puisqu'on n'est pas sûr que le parc machine qui utilise nos solutions soit capable de cracher du polygone plus que de la texture. Après, il y a plein d'autres choses. Je vous parlais du parallax mapping, c'est exactement le même principe, sauf que là, ça amène une déformation du mesh de base. C'est-à-dire qu'on a une texture cette fois en noir et blanc, qui elle va donner le pourcentage de profondeur de la forme globale, puisqu'une fois encore, tout a été mis à plat. Et plus c'est noir, plus la hauteur du polygone est à 0, plus c'est blanc, plus elle ressort. Et là, on en arrive à une déformation du mesh. Ça ferait quasiment l'objet d'un cours particulier. Mais il y a plein de façons de faire pour améliorer le réalisme. Et force est de constater que le réalisme dans la 3D, c'est ce qui donne la pertinence de la solution. Vous pouvez faire un truc moche qui ressemble à rien. Les gens auront énormément de mal à se projeter. Donc, le but est de faire quand même quelque chose de joli. Et dans cette optique-là, il y a une dernière passe qu'on peut faire, que nous, on ne fait pas, qui est le post-processing, qui est un truc qui est super.
qui est génial. Alors, vous avez forcément entendu Far Cry ou autre, qui est le Bloom Effect, la profondeur de champ, des trucs de cet ordre-là, des effets de dynamique, de dumping et autres, qui donc renforcent le réalisme de façon franchement très 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 pertinente, alors qu'ils sont un gouffre phénoménal pour tout ce qui est ressources matérielles. C'est pour ça que nous, on ne l'utilise pas, d'autant qu'en plus, on a un souci aujourd'hui qui est la portabilité de la solution sur les terminaux mobiles. Et les terminaux mobiles, c'est super pour dépiler une dizaine de mails à la minute, mais honnêtement, au niveau CPU pur, pour l'instant, c'est pas super multithreadé. Donc du coup, on chope les processus comme on peut, donc ça rame encore énormément. Donc tout ce genre de post-processing, on oublie pour l'instant. C'est vraiment un plus, sans être fondamental, donc on a fait la croix dessus. Je reprends une belle timeline qui cette fois a été adaptée, qui est donc globalement le workflow dans sa globalité. C'est-à-dire que la toute première chose à faire, sans grande surprise, c'est la conception. Donc oui, certes, c'est de la conception, développement et test. On retrouve les grandes étapes. Donc au niveau de la conception, c'est là où il y a une dimension artistico-technique à avoir, parce que c'est à ce moment-là qu'on ébauche les volumes, c'est à ce moment-là qu'on ébauche l'utilité de la solution. Là, je ne parle pas d'utilité fonctionnelle, puisqu'a priori, si on a fait appel à vous, c'est qu'il y a un problème auquel il faut apporter une solution. Et aujourd'hui, il n'est pas attendu des professionnels qui apportent juste une solution technologique. On attend des professionnels qui apportent une solution packagée. C'est-à-dire que certes, il y a la techno et il y a un vrai côté marketing, marketing de l'offre, qui implique que tout soit réfléchi en amont. Donc au niveau de la conception, il y a tout ça à faire. Tout ce qui est draft, planche tendance, expression de besoin, en collaboration avec le client. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la joie de recevoir une expression de besoin d'un client. C'est un dépucelage qui est très douloureux. Je vous souhaite de vivre ça une fois dans votre vie. Non, c'est une abomination, les expressions de besoin clients, la plupart du temps. Et ils ont envie de quelque chose, mais la plupart du temps, ils ont besoin d'autre chose. Donc, le but, c'est de trouver la bonne réglette entre ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Donc, l'expression de besoin est super important, ça conditionne à peu près tout le reste. Après, le POC, le Proof of Concept, qui pour nous a été réalisé il y a presque 6 mois maintenant, qui permet de valider beaucoup de choses, en particulier l'appétence du public par rapport à la solution. C'est également à ce niveau-là qu'on choisit les technos. On parlait des logiciels de modélisation, ça c'est un choix qui est plutôt propre, je dirais, aux techniciens. Par contre, la solution de mise en ligne ou de mise en place d'interactivité est primordiale. Nous, on a choisi Unity pour différentes raisons qu'on exposera, mais c'est des choses qui sont vraiment très importantes et à considérer dès le début, et en particulier avec les gens qui vont utiliser la solution. Ensuite, donc, on a l'étape de modélisation, qui peut se faire avec X logiciels. J'ai cité Max, Maya, Blender, parce que les deux là, c'est Autodesk, et celui-là, il est gratuit. Il y en a une quantité astronomique d'autres. Cela restant par contre les logiciels majeurs utilisés. Suite à la modélisation, donc il y a tout ce qui est baking, mais c'est tout ce qui est mise en place du texturing en fait. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire avec des softs dont vous avez peut-être entendu parler, ZBrush, qui est excessivement connu. Mudbox, il y a Nvidia qui a sorti un plugin pour Photoshop qui marche très bien. Unity également a un principe de lighting en temps réel, qui est le moteur Beast qu'ils ont acquis il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, c'est pareil, ça fait 3-4 ans maintenant. Mais voilà, c'est une solution d'illumination en temps réel qui est excessivement performant, mais la moindre map pèse 5 mégas. Donc quand on est dans une logique d'optimisation, parce qu'on est sur une solution online, c'est pas génial. Et pour finir, donc la source de tout ce qui permet l'intérêt de la solution, qui est la mise en place de l'interactivité, qui là peut se faire avec des engines assez connus, donc Unity qui est connu, l'Unreal Engine qui est super connu. Par contre, dans une utilisation professionnelle, l'Unreal Engine, c'est quand même $1 million à lâcher pour acheter la licence. Unity, c'est 2 000 €. Donc, le choix est vite fait. Après, il y a toutes les libs aujourd'hui qui existent, Babylon.js et autres pour tout ce qui est WebGL, qui sont des solutions super intéressantes. Maintenant, c'est le même problème avec le WebGL qui existe avec l'HTML5, c'est qu'aujourd'hui encore, il n'y a rien d'unifié. C'est-à-dire que chacun y va de sa librairie. On est dépendant clairement de tous les browsers pour le kernel d'interprétation, parce que tout est compilé avec le browser.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a autant de moteurs d'interprétation que de navigateurs Internet. La joie du développement web fait que Microsoft a annoncé donc la sortie de Spartan. Il y a le fondateur d'Unix qui lance également le sien, donc ça devient franchement très compliqué. Donc c'est pour ça que Unity, par exemple, est un très bon choix. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'un des seuls frameworks qui arrive à proposer une solution unifiée de publication. C'est-à-dire que quel que soit votre terminal de publication, que ce soit Xbox, PlayStation, Wii et j'en passe, tout part du même projet. Alors certes, c'est une programmation conditionnelle, on le verra après, mais Unity permet en un seul et même projet de pouvoir générer X sorties, X étant le nombre de plateformes que vous ciblez. Alors, une fois encore, il y a des écueils. Et puis alors, un paquet, là j'ai cité vraiment les plus gros. Donc, quand on est artiste et technicien, c'est un vrai plaisir de se faire plaisir en faisant des trucs super chiadés, des trucs très lourds qui marchent bien en offline, type les jeux PS4. Par contre, enfin en plus optimisé par contre, mais effectivement non, ça c'est pas possible. Aujourd'hui en tout cas, une fois encore, quand on sort un jeu vidéo online à destination d'un public très ciblé, on peut se permettre de se faire plaisir. Maintenant, dans l'optique utilisation grand public, et là je parle même pas que de ma solution, hein, enfin de notre solution, pardon. Je parle dans l'absolu, c'est-à-dire que vraiment, à moins d'avoir une communauté dont on est sûr que le matériel va suivre la route, il faut vraiment faire super gaffe à tout ça. Quoi qu'il en soit, la puissance est votre meilleur ami. Pour la simple et bonne raison que lancer simultanément 3ds Max, Unity, Photoshop, parce qu'évidemment il faut travailler les maps, plus n'importe quel éditeur de code avec forcément votre client FTP préféré pour pouvoir envoyer tous les fichiers, ça commence à ramer sec. Donc, il faut des grosses bécanes en tant que workstation. Et donc, l'optimisation est votre pire ennemi, parce que pour le coup, vous allez passer votre temps à refaire ce que vous avez fait pour gagner 10 polygones, 20 polygones. Alors, dit comme ça, ça fait un peu psychopathe de l'optimisation. Par contre, réellement, au bout d'un moment, il n'y a vraiment pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix parce que la toute première solution qu'on a lancée, j'avais fait tourner sur un vieux Vaio qui était pourtant pas si âgé que ça, mais qui avait 6 ans, ce qui pour un laptop est quand même plutôt vieux. Le truc, il ne m'affichait pas ni les ombres, il avait un FPS de 2, je crois, et je mettais globalement à peu près 50 secondes à loader ma scène. Donc voilà, bon, ça c'était typiquement inaccessible parce que le laptop que j'avais en guise de plateforme de test était typiquement la bécane qui représentait nos clients. Donc, il a fallu revenir dessus, je sais pas, je dois avoir quelque chose comme 200 versions sur mon disque dur de différentes itérations d'optimisation. Et au bout d'un moment, c'est plus votre ami, ça devient un ennemi. Hein, l'optimisation, c'est une catastrophe. Ça vous empêche de dormir la nuit. Bon, donc, on parlait des softs à proprement parler. Voilà, ça, c'est celui que j'utilise au niveau de la 3D, 3ds Max. Honnêtement, c'est très lié à mon histoire personnelle, juste parce que c'est le logiciel par lequel j'ai commencé à aborder la 3D. Tous les autres se valent. Hein. Quand je parlais de Maya ou de Blender, il y a Cinema 4D qui n'est pas super orienté temps réel, mais ça va. Katia, par contre, non, ça vous oubliez pour le temps réel. Mais honnêtement, tous les softs aujourd'hui, bon, déjà, ils ont quasiment tous été rachetés par Autodesk, donc ils ont nivelé pas mal la base fonctionnelle. Mais honnêtement, tous les logiciels se valent. Seul diffère l'expérience d'utilisation. Donc, si vous êtes amené à faire de la 3D, honnêtement, prenez celui sur lequel vous vous sentez à l'aise. Quoi qu'il en soit, on parle de logiciels 3D, donc low detail, c'est-à-dire ceux qui permettent de modéliser from scratch et en partant d'un simple polygone. Hein, on ne parle pas de ZBrush ou autre. Donc, les différentes possibilités qu'on a évoquées. ZBrush et Mudbox, je ne sais pas si vous connaissez en fait la différence entre un logiciel comme Max ou ZBrush. Bon, ça commence à rentrer dans les softs très, très dédiés. Bon, 3ds Max, vous partez d'une zone vide et vous construisez, pour faire simple, polygone par polygone, votre volume. Contrairement à un ZBrush, où là, on est typiquement dans un logiciel qui repousse les limites du polygone pour pouvoir monter le plus haut possible dans le détail. Très souvent, si vous suivez un artiste 3D, par exemple sur DeviantArt ou 3DVF, vous allez avoir des modélisations de dingue, des trucs de psychopathe, blindés de détails. Et la plupart du temps, le modèle est en espèce de rouge sombre, qui est la texture de base utilisée par ZBrush. Et ça, en fait, c'est quelque chose où ils ont des algos super puissants de démultiplication des surfaces qui permettent de descendre très très bas
au niveau de la zone d'édition et d'augmenter le nombre de polygones de façon démesurée, ce qui permet d'avoir des modélisations, mais honnêtement, de dingue. Hein. Enfin, ça va jusqu'au port de la peau, quoi. C'est un truc de dingue. Par contre, ça donne des modèles qui sont à 10-15 millions de polygones, donc juste inexploitables en temps réel. J'ai vu certains psychopathes qui faisaient de la 3D temps réel avec ZBrush. Moi, je m'y suis jamais tenté. J'ai eu peur de perdre mon âme dans cette histoire, donc je suis resté sur Max. Donc, le principe du logiciel 3D, c'est ni plus ni moins la création de volume. Alors, de façon très triviale, c'est l'occupation de l'espace, c'est-à-dire comment vous allez designer votre ensemble, et puis peupler tout ça. Ça, par exemple, c'est une pièce qui est relativement simple à refaire dans le volume, dans l'occupation d'espace. Par contre, effectivement, si on veut descendre dans le détail, les rampes de spot, déjà, c'est un truc qui commence à prendre du temps. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment sur l'occupation de l'espace. Également, l'agencement des éléments interactifs. Même si l'interaction est mise plus tard, et on reviendra sur la chaîne globale après, c'est des choses qu'il faut penser très en amont. Enfin, c'est comme n'importe quel programme, je dirais. On code pas les classes quand on en a besoin. Les classes, on les prévoit avant. Hein, on a quand même un beau diagramme de classe à faire. Enfin, j'imagine que vous avez vu passer ça quelque part. Le principe fondamental des règles de modélisation, est-ce que du coup, il y en a qui s'y sont essayés quand même à la mode 3D? Modélisation. 1, 2, 3, 4. Ça va, il y a des guerriers quand même. Bon, alors, donc la première chose à faire, c'est le box modeling. Le box modeling, c'est ni plus ni moins représenter les espaces avec des boîtes. C'est absolument moche. Les clients vous disent à chaque fois, c'est pas ça que je veux. Alors on lui dit, c'est normal. Parce que le but, c'est de valider au fur et à mesure du process de création avec le client. Pourquoi? Parce que je dirais la chaîne globale de création d'une galerie virtuelle, puisqu'on parle de ça, on va dire aujourd'hui elle est maîtrisée, elle oscille entre 5 et 7 jours. Quand vous êtes dans un projet en relation avec un client, c'est pas une fois que tout est fini, que vous lui présentez le travail très fier de vous, là il va vous dire ah non mais ce truc-là il n'est pas là, ce truc-là il n'est pas là. Repensez à ce qu'on a expliqué juste avant avec le principe du baking de lumière. Vous changez ne serait-ce que la première rangée de poufs, là, enfin de sièges. Le fait de retirer les sièges fait que vous avez une grosse trace noire en dessous parce que vous avez calculé la lumière. Donc, du coup, il y a un calcul à relancer. Donc, si vous faites ça pour chaque élément, parce que votre client adoré vous dit non, ça va pas là, ça va pas là. Puis ça, je me suis trompé, c'était pas ça. Puis ça, c'était pas bleu, ça, c'était rouge. Au bout d'un moment, vous allez passer plus de temps à faire l'équivalent du debugging et du changement que de la création pure et dure. Donc, la toute première étape, c'est vraiment de valider le grand emplacement, les grandes positions. Une fois que ça, c'est bon, on affine. Et ça vaut de toute façon avec les projets de code en règle générale. Par contre, ce qui est primordial d'avoir, c'est une modélisation propre. J'attends pas de vous que vous sachiez ce que c'est qu'une modélisation propre, mais le grand facteur, c'est la mise à l'échelle. Notre argument de vente principal, c'est que aujourd'hui vous achetez une toile, comme celles qui sont exposées, quoique j'en ai pas vu beaucoup là. On vous dit que la toile, elle fait 2,40 m par 3,60 m. Bon, vous savez que vous avez un mur de 5 par 5. Globalement, mathématiquement, ok, c'est bon, ça rentre. Maintenant, l'idée de la galerie virtuelle, c'est de se dire, ok, j'ai un truc qui fait 2,40 par 3,60. Qu'est-ce que ça va occuper comme place sur mon mur? Et vous avez beau avoir un mur de 5 mètres par 5 mètres, une toile comme ça, quand vous l'avez collée au mur, vous avez la place pour mettre rien d'autre. Parce que globalement, il vous reste 80 cm de chaque côté. Modulo pi. Hein. Donc, l'idée de la 3D, c'est vraiment de se rendre compte de ça, de favoriser l'achat du visiteur en se disant « ça, je l'achète parce que j'aime le visuel, certes, mais je sais que ça va aller sur mon mur, parce que le mur, il aura pu changer la taille du mur, il aura pu changer dans la solution 3D, hein, pas dans sa maison. Il aura pu changer la taille du mur, il aura pu changer le revêtement, la couleur. Bref, il a validé que la toile qu'il voulait acheter correspondait au niveau des couleurs, au niveau du design, au niveau de la taille, au niveau de l'encadrement, ainsi de suite. Ce faisant, on réduit la frustration de l'utilisateur, donc son appétence pour la solution. Ceci étant dit, donc l'échelle, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Le polymodeling, bon, sans rentrer trop dans les détails, il y a deux grandes écoles de création de volume en 3D. Il y a la modélisation par polygone et la modélisation par NURBS, c'est-à-dire les courbes de Bézier.
Très souvent, pour ce qui était organique, au début, en tout cas de la 3D, il y a une quinzaine d'années, la grande école, c'était le NURBS. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, résolument, le polygone était quelque chose de plus rentable. Donc, tout le monde s'oriente sur le polymodeling. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Une fois encore, attention au nombre de polygones. On parlait de ZBrush tout à l'heure qui pouvait monter à des 15-20 millions de polygones. Honnêtement, une scène correcte qui permet un fonctionnement correct, on va se limiter à 10-15 000 polygones. Ce qui dit comme ça représente quand même un certain nombre, pas mal. Maintenant, vous faites ne serait-ce que la moindre plante, la moindre végétation, vous avez déjà bouffé 2000 polygones. Donc, il faut faire continuellement attention à ça. Et une fois encore, l'optimisation, hein, c'est votre pire ennemi. Donc, il faut repasser non-stop en faisant attention à ça. Également, une tessellation propre. Alors, la tessellation, c'est le fait de couper ces polygones pour en faire des triangles. J'ai jamais voulu croire jusqu'à ce que j'ai croisé réellement. En fait, quand vous créez un volume en 3D, il a pour vocation d'être lu par un moteur 3D. Dit comme ça, c'est ultra trivial, mais c'est le cas. Et donc, le moteur 3D, lui, sa seule source de volume, c'est le triangle. C'est même pas le polygone, le pentagone, l'hexagone. C'est la salle qui me fait ça. Donc, c'est le triangle. Et ce faisant, si le polygone qu'on lui soumet n'est pas un triangle, le moteur 3D, lui, va automatiquement, non, ça fait 2 fois ça, automatiquement donc reconvertir tout en triangle. Et c'est là où si par exemple on a une surface concave, on va avoir un problème parce que lui il n'a pas de raison de... Le moteur 3D n'est pas intelligent, il ne va pas relier les points entre eux de façon pertinente. Il va prendre le point 1, le point 2, le point 3 et il va tirer un trait. Point 4, point 5, point 6, il tire un trait. Le problème c'est que sur une zone qui est concave, il va tirer un trait, créer une surface qui n'était pas désirée. Et c'est là où il faut faire super gaffe au moment de la modélisation. Parce que sur les zones concaves, on peut très vite avoir des aberrations de rendu qui peuvent être vraiment gênantes au niveau du produit final. Pour faire très simple, une belle représentation PowerPoint de ce qu'est un polygone avec la notion de normale. Sans faire peur, la normale, c'est le vecteur orthogonal qui émerge de la face pour montrer le sens de la face. J'ai utilisé celui-là. Ce qui permet donc de donner le sens de la face, parce qu'on parle tout de virtuel, même la caméra est virtuelle, elle a donc besoin de savoir ce qu'elle voit. Ce faisant, une caméra qui est positionnée face à un polygone, donc face à la normale, va, par un lancer de rayon, savoir que cette face, il est censé la voir. Si jamais la caméra est placée derrière ce polygone, il n'a pas de normale, c'est pour ça qu'elle est en pointillé, et donc il ne va pas calculer ce polygone. C'est pour ça que vous pouvez avoir des zones transparentes. Si par exemple vous avez juste un plan, donc pas d'épaisseur mais juste un plan modélisé, d'un côté vous allez le voir, de l'autre côté vous n'allez pas le voir. Ça a été un gros trick du jeu vidéo par un moment qui était donc ce qu'on appelait les billboards, c'est-à-dire des personnages, des plantes, n'importe quoi qui étaient rendus sur un plan. Et pour éviter qu'on puisse passer derrière le plan tournait en fait pour faire toujours face à la caméra. Et c'était justement pour éviter ce genre d'aberration. Tout ça pour arriver à ça. Donc ça, c'est un volume qui a été intégralement modélisé. On peut voir qu'au maximum, tout est transformé en triangle. Si on prend cette zone-là, par exemple, on est donc sur un quadrilatère. Le moteur 3D temps réel, ici, va automatiquement prendre ces 4 points-là et le transformer en triangle. Donc soit il prend ce point-là qui relie ici, soit celui-ci qui relie à ici. C'est pas gênant, parce que dans tous les cas de figure, on est sur des formes convexes. C'est pour ça que par exemple, non, bon, moi j'en ai pas sous le coude là, mais il faut toujours faire vraiment attention à la triangulation qu'on utilise. Ça, c'est une scène qui a donc été modélisée. La modélisation, à proprement parler de la scène, a pris quelque chose comme, je dirais, 2h30, 3 heures, pas plus. Il y en a eu pour autant de temps pour l'unwrapping, à savoir tout mettre à plat, pour pouvoir texturer l'ensemble après, ce qui nous fait déjà un cumul d'à peu près 6 heures, et on a passé à peu près 10 heures sur tout ce qui est mapping, donc la mise en place de textures, calcul des textures de baking, et également mise en place de l'interactivité. Ce qui, quand on y pense, représente une chaîne globale de 16 heures. C'est un truc qui est complètement dérisoire pour créer une galerie virtuelle, parce que ça, c'est une galerie virtuelle, c'est la mienne. Oui.
Une équipe de combien de personnes? Moi. D'accord. Non, pour l'instant, effectivement, on est tout seul. Après, ça, c'est des choses qui se parallélisent très bien. Une équipe très, très efficace en 3D qui peut assumer pas mal, qui peut assumer une belle charge de travail peut se constituer de 4 personnes. À 4 personnes, on peut déjà abattre un travail très conséquent parce que déjà, la 3D, c'est un métier qui se spécialise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois faire partie des derniers dinosaures qui permet de faire à peu près toute la chaîne parce que j'ai commencé la 3D quand la 3D est apparue, je dirais. Aujourd'hui, la 3D, c'est un métier qui est ultra spécialisé. C'est-à-dire que vous avez des modeleurs, vous avez les designers lumière, comme on appelle ça, vous avez les textureurs et ainsi de suite. Aujourd'hui, une chaîne complète de 3D, c'est quasiment une dizaine de métiers. Donc, on peut avoir les modeleurs d'un côté, une fois qu'ils ont fini leur travail, ils passent ça au lighter, technicien de la lumière, et ainsi de suite. Donc, ça peut se paralléliser. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que sur des temps de production, comme ceux que je viens d'évoquer, on perdrait plus de temps à être plusieurs dessus que moi tout seul. Maintenant, oui, ça, c'est un travail personnel. Donc, pardon. On revient vite fait sur l'unwrapping parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement par rapport à l'exemple précédent c'était quelque chose qui prenait énormément de temps. Donc je vous ai montré l'exemple sur le cube. Ça c'est une planche d'une des galeries aussi. Et en fait l'idée c'est de prendre le volume, de tout aplatir. Donc on a une quantité astronomique de polygones qu'il faut réassembler un à un. Donc bon, pour des grands pans comme ça c'est bien, mais alors pour les petits trucs là, comme ça, c'est rigolo comme tout, on perd un temps qui est hallucinant pour un gain finalement qui est pas génial parce que autant un mur c'est évident que ça doit être proprement fait, autant les tout petits détails comme ça, franchement c'est à se demander si on peut pas le faire de façon automatique. Donc il y a des algos qui font ça de façon automatique qui sont pas mauvais. Par contre effectivement c'est pas optimisé ça n'optimise pas la planche dans la recherche réelle de maximiser l'espace occupé. On a des trucs qui sont très propres, mais on a énormément de zones vides. Donc, c'est mettre à plat les volumes. Là, vous pouvez le voir, il y a une quantité... Il faut cleaner le truc à fond pour la simple et bonne raison que la qualité finale de votre projet dépend énormément de cette étape-là. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer. Et puis, tant pis, prendre son mal en patience et faire ça bien. Et une fois encore, à la fin, il faut optimiser l'ensemble. J'en profite pour faire de la pub parce que je suis endorsé en même temps. Donc ça c'est des petits trucs. Si jamais vous êtes amené à faire de la 3D temps réel, ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment quelque chose qui est super sympa et de plus en plus les interfaces, alors pas de code mais les interfaces, les IHM, donc l'utilisation du code qui peut être faite, je pense ont un vrai intérêt à passer en 3D, ne serait-ce que par, j'espère, la démocratisation de terminaux comme les Oculus et ainsi de suite, qui vont permettre une manipulation. Et puis au-delà de ça, il y a tous les fantasmes inhérents à la génération manga qu'on est, qui favorisent vraiment la projection dans l'espace. Donc le baking, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait de cuire, donc c'est griller en dur les jeux de lumière. Ça permet également de griller d'autres choses, en particulier du post-process. Ça permet également, par exemple, si on a un truc, une lumière allumée quelque part, on peut gagner un petit peu de temps de process en bécant le truc. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que le réalisme est à la base de la crédibilité. Il y a une étude sociologique qui était sortie il n'y a pas longtemps par rapport aux avatars dans Second Life, où il était demandé aux différents utilisateurs de Second Life quel est votre pourcentage de projection dans le monde virtuel, j'entends. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour les avatars mal réalisés, il n'y avait aucun intérêt. Enfin, les gens ne se projetaient pas. Par contre, plus l'avatar était proche de l'humain, plus les gens se projetaient. Enfin, c'est assez logique quand on y pense. Mais du coup, ils ont essayé de renforcer à fond le rapprochement avec la nature humaine. Et ils se sont également rendus compte qu'il y avait une très grande projection sur des avatars qui n'étaient, eux, pas du tout anthropomorphes. Donc, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'arrivées d'avatars, type des animaux, des trucs de cet ordre-là, parce que les gens arrivent à s'identifier à ce genre de choses. Donc, par contre, pour nous, malheureusement, aujourd'hui, on n'a eu aucun ni musée, ni artiste qui a proposé quelque chose de vraiment innovant, enfin, de vraiment risqué, je dirais graphiquement, au niveau de sa galerie ou des produits qu'ils ont demandé.
Pour la simple et bonne raison que les gens ont besoin de réalisme. Aujourd'hui, dans le virtuel en tout cas, pour se projeter, pour faire leur expérience de navigation, ils ont besoin de réalisme. Ils ont besoin d'avoir les repères qu'ils ont traditionnellement. Une fois encore, du coup, donc le réalisme, c'est la crédibilité, ça passe par différentes choses. Le lighting, qui doit être réaliste, la modélisation qui doit être réaliste. Si vous faites une table de 15 mètres de haut, ça va être très compliqué. Ça, c'est un outil qu'il y a dans Max. Donc Max, c'est le logiciel 3ds Max, pardon, c'est le logiciel de modélisation. À ça, il faut y ajouter un moteur de rendu. C'est-à-dire que la modélisation, c'est tout ce qui est création des volumes. Une fois qu'on a ces volumes, il faut en faire quelque chose. Soit on les exporte par l'intermédiaire de FBX et autres formats d'export, soit on les utilise tels quels pour en faire des images. Et c'est là où on a besoin d'un moteur de rendu. Il y a différents moteurs de rendu. Pour 3ds Max, en tout cas, les plus connus sont V-Ray, Mental Ray et les Skyline par défaut. Les deux sont très bien. Il y a des moteurs également de rendu qui sont dits physiquement corrects. C'est-à-dire que c'est des moteurs qui vont calculer l'image jusqu'à ce que vous l'arrêtiez et qui va faire un refine de l'image pour obtenir des résultats très 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 pertinents. Je pense à Maxwell particulièrement, qui est donc un moteur de rendu qui n'a rien à voir avec le café, qui donne des rendus photoréalistes mais impressionnants. Je peux pas, enfin, le gros exercice pour les moteurs de rendu, typiquement, c'est soit la boule de chrome, soit le verre avec diffraction. Et Maxwell donne des rendus de dingue. Bref, donc moi j'utilise V-Ray. Et V-Ray a un outil qui est le V-Ray RT qui permet de simuler en temps réel la solution d'éclairage. Et ça, c'est vraiment top pour valider la réalité la pertinence d'un éclairage. Également, le principe d'ambient occlusion. L'ambient occlusion, c'est un principe très simple, qui est chiant à programmer, mais qui est très simple. C'est qu'une lumière rebondit. Quand vous envoyez de la lumière quelque part, vous n'avez pas juste un faisceau qui arrive sur le mur et point barre. La lumière rebondit et va illuminer les éléments de la scène. C'est pour ça que vous allumez finalement juste une lumière ici, dans les escaliers. Vous aurez quand même cette partie de la pièce qui pourtant n'est pas éclairée directement, qui va être allumée. Et l'ambient occlusion, c'est le fait que si une lumière rebondit sur les murs, une lumière va générer de l'ombre forcément sur différentes pièces, et c'est pour ça que vous allez voir que vous allez avoir, par exemple au pied du haut-parleur, vous allez avoir une ombre qui est autour du pied, parce que le pied étant existant, il va générer de l'ombre autour de lui. Voilà, ça c'est des tout petits détails qui, cependant, je vous montre deux images, là je ne les ai pas forcément, mais je vous montre deux images avec et sans ambient occlusion. Il y en a une qui fait preuve de réalisme et pas l'autre, c'est indéniable. Donc, si jamais un jour vous voulez passer là-dessus, bon, alors là c'est du trick à partir du moment où vous utilisez V-Ray 3ds Max et que vous êtes déjà assez familier avec le principe de rendu, mais il y a moyen d'optimiser un petit peu les temps de rendu en activant cette option-là plutôt que de passer par un V-Ray Dirt. Je pense que j'ai perdu tout le monde là. Oui. Donc, on reprend de façon globale. Donc Max pour tout ce qui est modeling, lighting, baking, animation, c'est optionnel. L'animation, on a une galerie dans laquelle on a un bassin avec des petits poissons qui tournent dedans. Ça plaît aux gens, c'est cool. Ensuite, il y a l'export, donc le passage de Max à Unity. Évidemment, Max utilise un type de fichier natif, qui est le .max, qui évidemment n'est portable sur rien. Donc on passe sur du transfert de données. Le FBX qui a également été racheté par Autodesk. Globalement, Autodesk aujourd'hui maîtrise quelque chose comme 90% ou pas loin de la chaîne de production 3D. Et le FBX, c'est quelque chose qui marche très très bien, qui permet donc d'exporter n'importe quel modèle de Max vers Unity. Unity, on va l'utiliser pour tout ce qui est mapping. Mise en place alors mapping, donc texturing et ainsi de suite. Mise en place de l'interactivité, parce que l'idée quand même à la base, enfin l'idée finale, c'est d'avoir quand même un environnement dans lequel on peut faire des trucs. C'est pas juste une galerie dans laquelle on peut se balader. La mise en place de Lighting Dynamics que j'évoquais au tout début, mais qui est ultra consommateur de ressources, donc on évite. Et également, du coup, la mise en place d'animation propre à la chaîne Unity. Unity, donc, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est un soft qui a été reconnu comme étant puissant, et force est de le constater. C'est quelque chose qui permet la portabilité des projets. Et ça, c'est super important. C'est vraiment le premier soft qui, aujourd'hui, depuis un projet, permet un building de différents types. Et c'est super intéressant. En particulier, par exemple, quand on a commencé nos rendez-vous, il a fallu qu'on mette ça sur iPad. Désolé.
sur tablette Windows, évidemment sur laptop, évidemment sur Internet, puisque bon, la démo devait quand même être sur Internet. Et bah, depuis un seul et même projet, on a pu builder 4 ou 5 archives différentes qui ont permis cette exploitation-là. Quelque chose qui est ouvert, alors de moins en moins ouvert, parce que ça vient de l'univers Unix à la base. Enfin, ils étaient codés sur kernel Unix. Ça vient du monde du Mac, Unity, étonnamment. Et au début, effectivement, le code était ouvert. On pouvait intégrer des choses. Maintenant, ils ont été rachetés. Enfin, ils ont eu beaucoup de propositions de rachat qui fait qu'ils ont fermé un peu les portes, mais fut une époque où on pouvait faire des choses. C'est presque intuitif, dans la mesure où, quand on connaît le logiciel, ok, c'est super, ça se fait très naturellement. Quand on est familier avec les principes de la 3D temps réel, ça se fait relativement naturellement. Quand on s'y met from scratch, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est intuitif, parce que ça s'appuie sur beaucoup de connaissances qu'il faut quand même avoir. L'asset management, c'est assez particulier. L'asset management, c'est le fait de gérer l'intégralité des ressources d'un projet. Donc, que ce soit la modélisation 3D, également les textures, tout ce qui est librairie externe, parce que je ne sais pas si vous connaissez le principe de shader. Donc, autant les textures sont des choses qui permettent d'habiller, autant les shaders sont des textures procédurales intelligentes qui s'adaptent en fonction de l'angle de vue, et ainsi de suite. Et donc, tout ça se gère directement dans Unity. Et la version 5 qu'on attend avec très grande impatience, puisque je vous parlais de la portabilité de Unity sur les différents terminaux. La version 5, s'ils tiennent leurs promesses, parce que l'avantage c'est qu'ils ne s'engagent pas sur des dates de release, devrait pouvoir permettre la compilation des projets en WebGL. Donc ça éviterait d'avoir à coder ça à la main depuis les librairies. Le coding, justement, on est donc sur du C#. Là où ça devient rigolo, c'est qu'on code en C# mais dans un éditeur monodéveloppe. Bon, ok, ça c'est historique chez eux, ils ont commencé à bosser avec Mono. Donc ils ont continué, donc on fait du C# dans du Mono, ok. Il y avait également il y a un shader editor qui permet de faire des trucs vachement puissants. D'ailleurs, il y a une boîte qui s'est spécialisée dans la réalisation de shader Unity, qui est dirigée par Camille Miret, qui est une personne exceptionnelle. C'est des fois qui regardent, je sais pas. Chargement de ressources en runtime, ça c'est quelque chose qui est par contre effectivement super intéressant. Unity permet la constitution évidemment de projets monoblocs, mais également de constituer des archives chargées en runtime, ce qui, dans une optique d'optimisation du soft, est quelque chose d'excessivement intéressant. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe quand même par un web player. Donc évidemment, pour les solutions online, pour les solutions offline, on peut compiler soit du DMG, soit de l'exe. Mais pour le online, on passe encore par un web player. D'où le fait d'attendre la version 5 avec grande impatience. Parce que les premiers tests, la WebGL, aujourd'hui, sont super intéressants au niveau perf. Pourtant, c'est que du JS. Bon, en même temps, ils ont fait ça avec Chrome, donc ça fausse un peu le truc. Mais le WebGL est super porteur. Le gros problème du web player, c'est qu'il faut l'installer. Alors, on a eu un gros problème avec Flash, fut un temps, qui était l'installation du player Flash, qui a été un frein phénoménal à chaque fois qu'on voulait bosser avec des institutionnels, par exemple. Pour vous raconter juste une petite histoire, j'ai voulu, dans mon ancienne carrière, travailler avec EDF. EDF, c'est des gens qui nous disaient « Écoutez, c'est pas dur, votre solution, elle est sympa. Par contre, il faudrait la reprogrammer complètement pour que ça tourne avec Internet Explorer 6 et sans le player Flash. » Oui. Alors, on leur a demandé, quand même, proposé de migrer en IE 7. Quand même, non, ils n'ont pas voulu, ça coûtait trop cher. Donc, voilà. Donc, globalement, il ne faut pas se mentir. Oui, aujourd'hui, le web player est n'importe quelle entité ActiveX qui est nécessitée pour lire de la 3D en temps réel. Aujourd'hui, reste un frein d'exploitation. Maintenant, moi, je n'irai pas non plus faire du VRML juste pour faire sauter le player. Donc, ça, c'est un gros frein. Maintenant, avec un bon discours, bien travaillé, ça passe. Cross-platform, donc ça, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Donc, on est sur du middleware, du coup, qui permet cet export multiplateforme. Et il y a surtout une énorme communauté, parce que c'est un logiciel qui a, honnêtement, toujours été parfait. Au niveau de la réponse à la communauté, ils ont toujours été très réactifs, très à l'écoute de la communauté. Et il y a aujourd'hui énormément de monde qui code avec Unity. Et réellement, à moins que ce soit un truc ultra précis, je vous défie de trouver un problème que vous avez avec Unity que vous ne pouvez pas régler par une recherche Google. Donc, pardon ? Ouais, je m'enflamme un peu là. Bon, on va aller vite. Bon, alors très vite fait, donc on est sur de la PO.
programmation orientée objet et événementielle. On y reviendra très rapidement après, parce qu'effectivement, on est à la bourre. Le but, c'est qu'effectivement, on est sur une programmation orientée objet, et qui plus est réellement, puisqu'on parle réellement de mesh et d'objets. Donc tout le principe de classe et autres est conservé. Par contre, on n'a pas de pointeur. Ça, c'est très con, parce que les pointeurs sur fonction, c'est des choses qui pourraient être vraiment intéressantes. Et événementiel, puisque du coup, il faut gérer en parallèle et donc l'interactivité des éléments entre eux, mais également les éléments d'interaction globale. Par exemple, vous appuyez sur votre flèche avant pour faire avancer votre Gugus. C'est quelque chose qui est intéressant, mais si vous appuyez sur votre flèche avant, vous faites avancer votre Gugus, faites tomber un truc du plafond, bref, vous avez plein de trucs à gérer. Il y a différents degrés d'interaction à coder, d'où le fait que ce soit événementiel. Donc les scripts généraux, ça vient d'être dit. Gestion de la physique rendering, donc là c'est pareil, c'est au niveau global et au niveau individuel, c'est-à-dire que si demain vous devez commencer Unity, mettez-vous vraiment dans la perspective de Dieu. C'est un truc qui est sympa. C'est-à-dire que vous avez tout à gérer, c'est-à-dire forcément chaque individu, chaque élément, chaque chose qui régit les éléments, mais également les méta-éléments qui régissent les éléments. Donc, vous avez tout à gérer, y compris donc, les règles du monde, qu'elles soient physiques ou autres. Et les shaders de base sont vers l'édition. Bon, ça, on va gagner du temps là-dessus. Ouais, j'ai été bien... je fais du bourrage de crâne là-dessus. Donc, on peut exporter sur différentes plateformes depuis Unity. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous vous êtes endormi là. Programmation donc conditionnelle, ça c'est vachement bien parce que du coup vu qu'on peut exporter sur différentes plateformes, évidemment il y a des pertinences de code qui ne sont pas vraies sur un écran tactile ou sur une manette de PlayStation, donc on peut dire en fonction de la plateforme d'exécuter tel ou tel code. Et l'asset management est dynamique, ça c'est excessivement intéressant, en particulier quand vous travaillez en parallèle et sur la modélisation et sur la mise en place de l'interactivité. J'entends par exemple vous modélisez donc une galerie. On considère que la première modélisation, globalement, elle est faite à 70%. Même si vous êtes super content de ce que vous avez fait, c'est 70%. Vous passez ça dans Unity, vous vous rendez compte que vous avez oublié 2 ou 3 éléments, bah vous mettez à jour votre scène 3D. Tout est mis à jour automatiquement dans Unity. Et c'est pour ça qu'avec un petit script d'import qui marche bien, ça vous permet de remettre en place beaucoup d'éléments automatiquement et ça fait gagner énormément de temps. Bon, bah alors je vais passer vite. Là, on reprend notre exemple de cube. Donc, on a créé un script qui s'appelle Interact, qu'on colle directement sur le cube. Donc là, on est bien sur une gestion de l'élément à proprement parler. On peut avoir des scripts donc, qui s'exécutent de façon globale. Le cube, de base, va avoir tout un tas de coordonnées. Effectivement, un principe de renderer, c'est-à-dire qu'on peut choisir de calculer ou pas un élément. Le script qu'on y a posé donc est du coup un box collider, ce qui permet juste de détecter le passage de la souris dessus, et évidemment un matériau. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir, histoire vraiment de vous mettre quelque chose à ce niveau-là. Du coup, on a donc ce principe d'événement. Quand la souris elle passe sur le cube, quand elle sort du cube, on exécute tel ou tel truc. Après, c'est des librairies à connaître, hein, ni plus ni moins, c'est de l'API à maîtriser. Par contre, effectivement, là, on voit que sur chaque classe, on a le principe d'update, c'est-à-dire qu'à chaque frame, parce que ce principe de frame reste l'élément fondamental de la 3D temps réel, c'est à chaque image qui est calculée par le moteur 3D temps réel, qu'est-ce qui se passe? Là, en l'occurrence, on fait tourner le cube sur son axe up de pas beaucoup. Et voilà, bon, là, c'est une petite vidéo de 10 secondes. C'est génial. Hein. Et ça, c'est 10 ans d'études. Enfin, donc voilà, non, ça, c'est ni plus ni moins que l'exécution du script qu'on a vu avant. Donc, c'est façon de dire qu'honnêtement, faire des choses de base, hein, c'est vraiment pas compliqué, ça se fait vite. Le plus long, finalement, dans tout ça, c'est de connaître la syntaxe de C# et des librairies, en fait, Unity, pour pouvoir lancer ce genre de script. J'en parlais en introduction tout à l'heure, les tips and tricks, donc là il n'y en a qu'un, parce que c'est le seul qui me soit venu naturellement. Si vous avez des questions par rapport à des projets personnels ou autres, n'hésitez pas à les poser, on en parlera ensemble. Juste un truc, dans tous les jeux vidéo, dans nos galeries également, on se déplace dans un environnement 3D, donc il y a un principe de collision. Un mur en 3D, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le principe de s'arrêter à un mur, de ne pas pouvoir aller au-delà, c'est quelque chose qu'il faut programmer.
Et de base, naturellement, on a souvent tendance à mettre un collider sur les murs qui ont été modélisés. Je le déconseille pour différentes raisons. Donc le seul tips and tricks que je vous donnerai aujourd'hui, en tout cas de façon magistrale comme ça, c'est vraiment le principe d'utiliser des colliders, c'est-à-dire un duplicat des murs, ce qui vous permettra d'avoir des zones des surfaces beaucoup plus simples. Et par rapport à ça, du coup, pouvoir rajouter deux, trois trucs. Par exemple, il y a un bassin au sol. Si vous voulez éviter que les gens tombent dans le bassin, vous mettez un collider plat, puis on n'en parle plus. Une fois encore, donc, des écueils à éviter. Le multisoft, aujourd'hui, si on veut avoir... nous, on a du coup 3 logiciels qu'on utilise de façon régulière pour la création des galeries, qui est donc Max, Unity et Photoshop, pour la création de l'ensemble. Il y a une quantité astronomique de soft qui vous permettent de faire des trucs top, géniaux, d'en faire. Le problème, c'est que plus vous multipliez les éléments de chaîne de production par rapport à la 3D, honnêtement, ça vaut pour beaucoup d'autres choses, plus vous complexifiez le process. Donc, plus vous rendez votre process de production hermétique à quelqu'un d'extérieur. Parce que le but, et j'espère que ça arrivera un jour, parce que on va craquer, c'est que des gens viennent bosser avec nous. Et que ça, le process de production, nous, on leur passe à quelqu'un qui sera full-time dessus. Et plus il y a de logiciels différents à maîtriser, forcément, plus ça nécessite des compétences. Donc plus la personne est vieille, donc plus elle coûte cher. Donc moins il y a de logiciels, mieux c'est. Une fois encore, la puissance, notre meilleur ami. Pourquoi ? Parce qu'on a des textures à calculer, on a énormément de choses à calculer. La plupart du temps, on fait appel à une render farm, c'est plein de PC en réseau et ils calculent tous chacun leur image. Mais également le prix. La légalité a un prix. Ne serait-ce que la chaîne Photoshop, Unity, 3ds Max, on tape quand même globalement dans les 12 000 balles de licence. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important également. Quand vous lancez votre boîte, on va dire que certains organismes sont conciliants sur les licences. Maintenant, c'est des choses qu'il faut régulariser très vite. Parce que, mine de rien, vous utilisez un logiciel qui est le fruit d'autres programmeurs qui ont dédié leur vie, leur sueur et leur nuit sûrement. Donc, il faut acheter les licences. Par contre, du coup, voilà. Ah oui, non, c'est la démo. Oui. Alors, on va essayer de le faire en live, mais avec l'effet démo, on va voir. J'y crois. Est-ce que vous avez des questions en attendant ? Non, vous attendez tous la démo. Bande de charognards. Alors... c'est là que le player Unity n'est pas installé. Ah, ça charge. Oh, belle galerie. Tiens, j'ai pas acheté la licence Avast. Merde. Donc voilà. Je me disais bien aussi. Ah oui, merci. J'ai jamais vu. C'est pour ça que ça marche pas en fait. Voilà, bon, donc on y est. Donc on rentre dans une galerie. Donc c'est la galerie que je vous ai évoquée tout à l'heure. On voit que ça charge vite. Et pourtant, je ne l'avais jamais chargé. Voilà, chargement des œuvres. Voilà, donc là, on rentre dans la galerie 3D temps réel. Donc là, vous êtes dans le résultat d'exploitation pur et dur. Ah oui, je n'ai pas du tout parlé de l'anti-aliasing, qui est un truc génial aussi. Ça vous parle l'anti-aliasing ? Ouais, bien. Alors ça, c'est super. C'est les clients, ils vous disent, mais je comprends pas, votre truc, il est tout carré. Je dirais, c'est normal, c'est un cadre. Et en fait, non, le truc tout carré, c'est l'anti-aliasing qui est mauvais et qui, du coup, donne cet effet crénelé, forcément. Donc voilà. Donc là, on est dans la solution. L'idée, donc, dans tout ça, c'est quand même d'avoir un univers interactif dans lequel on puisse se déplacer, machin. Et forcément, inhérent à tout ça, la possibilité de voir les œuvres. Ce qui est rigolo, c'est de recoder en 3D ce qui existe depuis 10 ans en JavaScript. À savoir, par exemple, le principe de loop sur une image. Voilà, ça. Donc ça, c'est super rigolo. Ça, vous l'avez forcément déjà vu sur Amazon, sur eBay, sur n'importe quel site d'e-commerce. En JavaScript, ça se fait bien. Recoder ça en langage 3D, c'est juste mais démentiel, c'est se marcher sur la tête. On recode un truc en 2D. Enfin bon, bref. Bon. Donc, c'est super rigolo, c'était super intéressant à faire. Et je vous en parlais tout à l'heure, ce principe de mur générique. Par exemple, cette toile, c'est du... je sais plus, bon, bref. L'idée, c'est de valider vis-à-vis du client le fait que, voilà, il a un mur orange chez lui, il n'a pas de chance, déjà. Ça, c'est sûr. Et
Hop, voilà, il a ce mur-là. Bon, s'il veut acheter cette toile-là, grand bien lui prendra. Et il se rend compte que voilà, bon, bah, ça représentera ça. Il y a un gugus d'1,80 m pour symboliser tout ça. Juste pour vous montrer en fait la mise en application de tout ce qu'on vient d'évoquer, parce que honnêtement, c'est exactement ce qu'on a vu. C'est pas plus compliqué. L'exemple du cube, alors paraît stupide comme ça parce que ce n'est qu'un cube, mais la modélisation à proprement parler, c'est un cube duquel on rajoute des éléments pour finalement en faire un portail, une chambre, une pièce, un lampion, peu importe. Donc on a vu finalement toutes les bases de tout ça. Bon, je suis content, la démo a marché. Est-ce que vous vouliez voir quelque chose par rapport à ça, par rapport à la solution en ligne? Après, je vous inviterai à aller y faire un tour de toute façon, voir ça de votre côté, et pourquoi pas acquérir vous-même des œuvres d'art. 80 €, 18 000 €. Bon. Donc ça, c'est les différents environnements. Oui, il faut arrêter là. Différents environnements qu'on utilise. Une fois encore, Ah oui, c'était que le premier point en fait. Il y en a 3 autres. Non, mais les autres, ils sont très rapides. Au niveau artistique, juste un truc. Franchement, les références font 90% du boulot. C'est-à-dire qu'à moins que vous imaginiez quelque chose, c'est-à-dire que vous produisiez pour vous-même, les références sont la base de tout. Vous bossez avec n'importe qui, même un copain ou n'importe quoi, vous êtes persuadé de bien connaître, trouver de la référence, c'est la base de tout. Le désordre est à l'origine du réalisme. Alors c'est presque du Schopenhauer ça, mais un environnement 3D ultra clean avec rien qui traîne par terre, ça pue la 3D. Un truc dans lequel les fauteuils sont pas alignés pile comme il faut, avec 2-3 feuilles par terre, avec un cendrier un peu rempli plutôt qu'un truc tout vide, ça c'est la base du réalisme. Le diable est dans le détail, il ne faut pas du coup non plus aller à l'inverse, à vouloir en mettre partout pour blinder le réalisme, parce qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. Sortir du réel équivaut à changer les règles. Oui, tout le monde n'y est pas préparé. Bon, ça, je dirais la réponse est dans la question. Hein. Oui, bon, je vais passer vite sur le boulot de directeur artistique. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réussir à imposer sans s'imposer. Je vous laisse dormir là-dessus. C'est sympa. Oui, alors si, la création doit être liée quand même à la connaissance technique. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, un truc tout bête, vous êtes avec un client qui vous dit c'est super votre truc, c'est nickel. Moi, par contre, je veux des feux d'artifice dans mon truc avec une fontaine au milieu, et puis je ne sais trop quel délire autre. Le commercial va vous dire il n'y a pas de problème, monsieur, on vous le fait. Ça, c'est sûr. L'artiste va vous dire il n'y a pas de souci, on vous le fait. Et puis le techos qui est derrière va vous dire ouais, non, bof, parce que ça va prendre beaucoup de ressources, patati patata. Donc il y a quand même une vérité entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout accepter, mais à chaque problème il y a des solutions. Par contre, les solutions doivent être liées à ce qu'on présente. C'est toujours pareil, vous pouvez vendre du rêve à votre client, à la fin c'est vous qui vous en mordrez les doigts. Donc on parlait de référence tout à l'heure. La planche tendance et la planche univers, c'est juste le fait de reprendre des images sur Google Images et de dire voilà, moi j'ai pensé à un truc comme ça, on pourrait reprendre la coupole, on peut reprendre tel ou tel matériau et valider ensemble, du coup avec votre client, les références. Vous voyez, ça va vite finalement. Client. Bon, là j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais la culture du client conditionne votre produit. Par exemple, est-ce que vous savez que si jamais vous bossez avec des musées, il ne faut pas mettre du verre? C'est le truc, ça on ne l'invente pas. Moi, je dis juste ça parce que moi ça m'est arrivé, hein. J'aurais fait un joli truc vert, ils m'ont défoncé sur place. C'est une superstition du monde du musée, alors les origines en sont variées. Certains diront que c'était la couleur du costume de Molière quand il est mort sur scène, ce qui est faux parce que Molière n'est pas mort sur scène. Mais du coup, par exemple, donc ça fait partie de la culture du client. Pas de verre dans les musées, dans les théâtres. Donc, bon, voilà. Donc, c'est des choses à savoir. C'est pour ça, écoutez bien, quoi qu'il advienne vos clients, parce que ça conditionne non pas techniquement votre solution, mais l'interprétation que vous allez en faire. Vos visiteurs sont également vos clients, même s'ils ne payent pas. C'est-à-dire que ceux qui rentrent dans les galeries virtuelles pour acheter de l'art, pour l'instant, ils rentrent dans les galeries, c'est déjà pas mal. Bientôt, ils vont acheter. C'est également nos clients. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui finalement utilisent le produit payé par un tiers. Et c'est ces gens-là qui nous font des retours pour dire ouais, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Ce qui nous permet donc d'avoir ce Lean Startup approche pour adapter non-stop la solution. Parce qu'une fois encore, il y a une dizaine d'années, les experts qu'on était étaient reconnus dans leur rôle d'experts. C'est-à-dire qu'on avait la connaissance qui nous permettait d'eux. Aujourd'hui, on a un changement radical du paradigme qui fait que, certes, on est expert, ça veut dire qu'on peut répondre à n'importe quelle problématique. C'est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre position d'expert, elle est j'ai un besoin que je crois avoir identifié. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Déjà, le premier boulot, c'est de vous assurer que c'est bien un besoin et pas un désir. Et une fois que c'est fait,
bah, du coup, trouver les bonnes solutions. Mais trouver les solutions par rapport aux besoins évoqués. Donc pas ce que vous imaginez, mais bien ce dont le client a besoin. Vous comprenez bien la différence ou pas? Parce que ça va vous poser problème dans votre vie après sinon. Donc bon, les trucs inadmissibles, et on a toujours fait comme ça marche pas comme ça ici, et ça Dieu sait que dans le monde de l'art on s'en est tapé un paquet quand même. L'innovation, c'est quand même une aversion pour 99% des acteurs du marché. Là je parle du monde de l'art qui est en plus un truc très fermé, très séculaire, mais globalement l'innovation, les gens réclament de l'innovation, mais il faut pas que ce soit trop innovant. Ça c'est génial. Pas trop cher, et surtout que ça marche sur toutes les machines. Donc globalement, dans la demande même, ils demandent de l'innovation parce que c'est un truc qui est porteur de façon marketing. Mais honnêtement, très rares sont les acteurs qui prennent vraiment un risque par rapport à une avancée technologique ou même une avancée des us et coutumes, simplement. Et on nous a quand même sorti, parce que celle-là, elle est authentique, Allez conquérir New York, qui revenait vers nous. C'est une galerie parisienne qui nous a dit ça, et j'ai toujours pas compris l'intérêt, mais bon. Voilà. Donc la 3D est un outil de visualisation merveilleux. On en parlait au niveau des interfaces. Je pense que d'ici les 5 prochaines années, on va vraiment avoir des interfaces. Voilà, après, je vais fantasmer un peu, mais neurosensorielles, avec des projections sur lesquelles on va pouvoir vraiment toucher des éléments en 3D. Le rapport à l'environnement physique, matériel profond, c'est quelque chose qui nous est intuitif, contrairement à utiliser une interface 2D par exemple. Et la 3D va se généraliser, je pense, là-dessus. Par contre, la 3D n'est pas une réponse universelle. C'est vrai qu'il ne faut pas essayer de répondre à tout avec la 3D, même si aujourd'hui c'est notre savoir-faire. Il faut savoir présenter une belle solution 2D bien réalisée plutôt que de balancer de la 3D juste pour mettre de la poudre aux yeux. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Heureusement qu'il est là. Moi, je voulais revenir sur l'unwrapping. Oui. J'ai pas bien compris en fait comment ça se passe et après comment l'appliquer surtout au modèle. Est-ce que c'est un logiciel différent? Est-ce que ça se fait Non, ça se fait avec Max. Au niveau de l'image, prenez une orange et vous voulez mettre à plat la peau de l'orange. Donc c'est un truc qui marche pas de base puisque c'est un truc qui est sphérique. Si jamais vous le mettez à plat, ça va craquer forcément. Mais une fois que c'est craquelé et que c'est mis à plat, vous avez bien la peau de l'orange qui est à plat. Enfin, tout court. Donc ça, c'est un truc qui se fait avec à peu près tous les logiciels de 3D aujourd'hui. Donc avec Max, évidemment, ça marche bien. Par contre, le gros enjeu de tout ça, c'est clairement, même si la peau de l'orange se craquelle pour pouvoir être mise à plat, et c'est là où après on a besoin de Photoshop, parce que les textures, elles doivent suivre les craquelures. C'est là où il y a une vraie réflexion intelligible et à peu près humaine pour l'instant. C'est pour ça que les algos ne sont pas super optimisés sur le sujet, pour déformer au minimum ou le plus intelligemment possible les surfaces pour les mettre à plat, pour pouvoir les texturer intelligemment après. Et pour un humain, c'est intellectuellement pas compliqué. Mais essayer de coder un algo qui va le faire de façon logique, enfin, il y en a plein, et puis des bons, qui se sont cassés les dents sur le sujet. Voilà. Donc par rapport à l'unwrapping, c'était par rapport au soft essentiellement ou par rapport au principe? Comment vous faites? Concrètement. Et comment l'appliquer après au modèle 3D? Est-ce que ça se fait automatiquement? Ouais, donc je répète la question. Donc oui, non, ça se fait de façon automatique à partir du moment où on a aplati le... On va prendre un exemple tout bête. Je prends ma bouteille là. Je veux la refaire en 3D, ça se passe sans trop de problème a priori. Par contre, la zone texturée, ça va être l'étiquette. L'étiquette, du coup, mon assistante, est-ce que vous pourriez me détacher l'étiquette, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Donc l'idée, ça va être en fait de prendre le modèle en 3D. Donc avec 3ds Max, on prend tous les polygones que constitue la bouteille, on met tout ça à plat, donc il explose tout polygone par polygone, et on recolle les polygones ensemble. Ça, c'est la façon à la main, la façon forçat, réellement, parce que là, on y passe un temps dingue. Par contre, on comprend, on maîtrise complètement la façon dont on a d'agencer les polygones. Et une fois que c'est fait, on considère que l'étiquette est déployée. Plutôt que d'être du coup cylindrique, elle a bien été mise à plat. Et là, on peut y appliquer une belle image sur cet aplat de polygones. Par contre, et forcément, et je comprends maintenant votre question, le logiciel 3D, lui, chaque polygone pour lui a été mis à plat sur une texture, mais évidemment il garde le référentiel du polygone en 3D. Et donc à partir du moment où ça a été mis à plat sur une image, il récupère la zone image dédiée à ce polygone-là, et il la retranspose en 3D
sur le modèle. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du texturing assez... Bravo, merci. Bon, ça perd un peu de son effet maintenant, mais enfin voilà. Alors, je crois qu'il faut le micro, parce que sinon on va se déforme faire pas taper. l'image quand vous le remettez en 3D du coup? Alors, pour l'exemple de la bandelette, là, non. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on peut physiquement mettre à plat. Comme ça se met à plat. Par contre, dans l'exemple de la peau d'orange, non, ça marche pas, effectivement, il y a une déformation. Et c'est là où le boulot du textureur est important. C'est qu'il faut réussir à minimiser cette déformation par rapport à l'image qui est rendue. Et franchement, c'est de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire qu'il y a forcément un endroit où l'image va être déformée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous planquez ça derrière les oreilles, planquez ça entre les jambes. Les endroits où, globalement, ça se voit moins. Enfin, je parle d'un personnage, là, évidemment. Mais dans les galeries, bon, ça va, c'est des grands murs perpendiculaires, donc ça se fait bien. Mais, par exemple, dans la galerie qu'on a vue juste avant, il y avait des lampions japonais, donc les lanternes. Ça, c'est une capsule. Donc la capsule, quand on la met à plat, on l'éclate, forcément. Voilà, il y a des tricks, après, c'est le savoir-faire qui fait que... Mais on arrive à faire en sorte que l'image ne soit pas déformée. Après, il y a des softs qui permettent aujourd'hui d'appliquer des textures en 3D et de faire du Photoshop en 3D. Même Photoshop permet de texturer les images directement sur modèle. Ça marche bien. Ça marche bien. Maintenant, après, ça dépend de l'école qu'on a pratiqué aussi. Hein. Oui. Alors, il faut faire tourner le micro, je crois. C'est la mienne, ça, du coup? Du coup, juste par rapport à Unity, comme j'ai Ouais. pas mal utilisé, si vous voulez, pour apporter des pressions pour les gens qui ne connaîtraient pas, Ouais. vous avez parlé du C#, on peut aussi coder en Java et en Boot. En JS, ouais. Et vous avez parlé du prix de la licence, Unity aussi accessible gratuitement, et il y a un mode d'accès par abonnement. Sachant que gratuitement, on peut déjà faire pas mal de choses. J'ai vu des limitations au niveau du light baking, par exemple. Ouais. Qui Alors, est C'est limité. effectivement, mais même Photoshop aujourd'hui, maintenant, enfin, quasiment tous les softs, ils font des abonnements mensuels. La version gratuite de Unity, effectivement très bien. Il y a des trucs qui n'existent pas, comme certains scripts préexistants ou alors le shader de flotte, qui est super d'ailleurs. Mais il n'empêche que pour une exploitation commerciale, il faut quand même acheter une licence. C'est-à-dire qu'on peut légalement avoir le logiciel chez soi pour apprendre, mais sur une exploitation commerciale, on reste obligé d'acheter la licence et honnêtement, c'est normal. Normal. Donc en fait, ça claque ou pas? Il a vendu donc du coup une impression 3D de la victoire de Samothrace en vente aux enchères, donc qui permet en fait d'avoir cette cotation artistique. Et bien entendu, après, il y a forcément les références. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, on travaille avec les différents acteurs du monde de l'art. Donc, bien sûr, il y a les artistes qui font beaucoup de bouche à oreille en ce qui les concerne. Vous avez les amateurs d'art qui, eux aussi, font pas mal de bouche à oreille. Mais après, on a les musées et les galeries qui, eux, ont une presse spécialisée. Et voilà. Et donc, c'est notre manière aujourd'hui de se faire connaître. Donc, bien entendu, on est tout nouveau. Comme je le disais tout à l'heure, l'agence, elle existe depuis fin août et la plateforme fête ses 4 mois dans 2 jours, je crois. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, mais nous séduisons puisque aujourd'hui, on se fait draguer par des investisseurs privés et autres. Voilà, voilà. De plus en plus, on est amené à répondre à des interviews, par exemple, parce que nous, on a ce côté innovant. C'est cette image qu'on veut associer à nos clients, parce que, comme on l'a dit, le monde de l'art, c'est quand même un monde qui est ankylosé. Il y a certains acteurs qui, honnêtement, veulent changer leur image, rentrer dans quelque chose d'innovant, enfin, plus tendance, on va dire. Donc, on s'associe à ces gens-là pour porter le message. Maintenant, honnêtement, il n'y a pas de formule magique. Hein. C'est effectivement réseaux sociaux, puis après RP au max. Et puis trouver un maximum de personnes qui vont avoir confiance dans la solution et qui vont pouvoir la porter. Oui, est-ce que c'est bon? Oui. Juste une question pour du coup l'Oculus Rift. Vous Ouais. pensez le mettre plus tard, enfin, Ouais. En fait, parce que pour l'immersion, du coup. c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais. Ce qui est rassurant pour l'Oculus Rift, c'est qu'effectivement, il commence à y avoir de plus en plus de produits concurrents qui sortent. Ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un marché.
Maintenant, une fois encore, l'Oculus, tant que c'était tout seul sur le terrain, ça allait. Quand ça a été racheté par Facebook, on s'est dit, ok, c'est le big challenger, c'est là-dessus qu'il faut partir, c'est la techno sur laquelle il faut partir. Et finalement, aujourd'hui, on a plein de solutions alternatives qui sortent, qui sont relativement intéressantes au niveau techno, au niveau prix également. On va dire que dans la mesure où on est 2 pour l'instant dans l'équipe, c'est quelque chose qu'on regarde ultra attentivement et sur lequel on partira, c'est évident. Maintenant, je pense qu'on va attendre une stabilisation de la techno avant de choisir. Parce qu'une fois encore, on va être dépendant du constructeur pour l'implémentation. Donc. Je me demandais, est-ce que vous pensez implémenter quelque chose pour les galeries, genre à la WordPress, où on peut acheter des thèmes pour son site, etc. Où quelqu'un pourrait uploader une galerie d'art modélisée en 3D qu'un utilisateur ensuite pourrait récupérer pour son truc. C'est déjà le cas en fait. On a mis en place une plateforme, on a mis en place un moteur de galerie 3D pour laquelle on a déjà créé 4 environnements 3D génériques, donc qui aujourd'hui sont au choix de l'artiste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive sur la plateforme, il s'inscrit, il a le choix dans 3 environnements, après on a des galeries pro, bref. Donc ils ont le choix de ça. On n'est pas fermé au fait qu'un infographiste de métier nous fournisse une galerie qui pourrait être la sienne. Il faudra qu'on repasse dessus impérativement, parce que nous, il faut qu'on passe de toute façon ça dans Unity. Mais aujourd'hui, on a déjà ce principe de template que les utilisateurs choisissent. Ouais. Et c'est d'ailleurs une prestation de service qu'on fournit. Si jamais ils veulent un environnement spécifique, c'est quelque chose qu'on leur développe sur mesure, évidemment. Alors parlons de la concurrence. Je répète. Merci. Concurrence, oui et non. C'est aussi simple. Voilà. Oui, alors il existe pléthore de sites internet. Donc on va partir sur cette histoire de plateforme d'exposition d'œuvres d'art. Hein. On n'est pas les premiers, mais on est les meilleurs. Enfin, c'est ce qui ressort. Oui, certains artistes viennent vers nous parce qu'on a poussé ce réalisme, parce qu'on met la 3D en fait au niveau de l'art. On veut que ce soit forcément beau. Maintenant, ce que nous avons de nouveau par rapport à d'autres, c'est que nous, c'est un site e-commerce. Dans le sens où ce n'est pas uniquement de l'exposition, c'est aussi le fait de l'appropriation, de l'acquisition d'une œuvre qui vous plairait. Donc aujourd'hui, on a soit d'un côté des sites internet qui montrent de l'art et qui vendent des tableaux et autres, hein, soit de l'autre des entreprises qui font sur mesure des expositions pour des artistes, où là, on est vraiment sur de la découverte. Voilà, donc nouveau, on a agrégé les deux, je dirais. D'ailleurs, comment ça se passe au niveau de l'achat justement? Est-ce que c'est une livraison, sachant que c'est des produits assez chers, ou est-ce qu'il faut aller le chercher à un endroit? Bon, on va faire le pitch commercial. Allez. Alors, on est en flux tendu. Ça veut dire que nous, déjà, on n'a pas les œuvres des artistes. Ce sont les artistes qui les détiennent. Nous, on fait donc de la proposition, de l'exposition. Lorsqu'en fait, on va prendre un exemple tout simple. Toi, demain, je me permets de te tutoyer, demain, tu veux acheter une photo, on va dire aux alentours de 100 €, quelque chose comme ça. Tu vas le commander sur notre plateforme, donc nous, on va être au courant. On va récupérer le fichier, puisqu'il s'agit d'une photo, on va récupérer le fichier auprès de l'artiste et on va lancer ce que l'on appelle le tirage d'art. Ça veut dire un tirage de très haute qualité. Et on est sur un système d'œuvres d'art, ça veut dire que la photo que tu vas acheter, elle sera numérotée, il n'y en aura que 30 dans le monde. Point. À ce moment-là, donc nous, on fait appel à notre prestataire reconnu, hautement qualifié, et donc tu vas recevoir chez toi la photo que tu as commandée. Et alors, sauf s'il y a signature de l'artiste. Ça veut dire que si l'artiste il est sur Paris, vu que tu es sur Paris, ben, autant qu'on se prévoit un café et tu rencontres l'artiste et on fait signer la photo en question. Petite chose également, c'est que donc du coup on a mis le 3 fois sans frais, parce que forcément il y a des œuvres qui sont relativement chères. Hein. À partir de 300 €, les gens peuvent payer en 3 fois sans frais, et on a un truc assez inédit, c'est-à-dire que chez nous, les frais de port pour la France sont de 1 €. C'est tout. Voilà. Il n'y a qu'Amazon qui le fait. Non, oui, mais Amazon, c'est Amazon. Non, mais inédit en tout cas dans le monde de l'art. Donc oui, on fait ce qu'on appelle plusieurs médiums.
Alors d'une part, on ne fait pas de ségrégation de style. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme des choses assez classiques, des choses plus contemporaines, des choses que certains considéreraient de bizarres. Et ensuite, on a différents médiums. J'entends par là, on a à la fois de la peinture, de l'illustration, de la sculpture et du digital. Donc si avec ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais plus quoi faire. Là. Après, voilà. Ah oui. C'est le tien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, ce que je pourrais vous proposer, puisque certains d'entre vous ne connaissaient peut-être pas forcément la 3D, mais il y en a d'autres qui ont une certaine appétence pour la 3D, qui ont déjà fait quelque chose. Si vous voulez nous coordonner et nous montrer ce que vous savez faire, si vous êtes intéressé notamment pour un futur stage ou ce genre de choses, de ne pas hésiter, qu'on vous dise également ce que l'on en pense. Voilà, distribuer tes cartes. Voilà, donc on sera amené de toutes les manières, comme je le disais, à se revoir, hein, puisqu'on organisera en octobre cette exposition de vente d'art, d'exposition, n'importe quoi. Cette exposition physique, pardon, d'œuvres d'art. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés, pourquoi pas, comme je le disais au tout départ, d'organiser un atelier pour aller un petit peu plus en détail sur la manière dont on utilise je dirais, les différents logiciels. Merci à vous en tout cas. Oui, merci beaucoup.